de mots. Est-ce que tu feras ce que tu m'as promis? Évidemment. N'oublie pas que t'as un ami sur qui tu peux compter. Jetez vos armes! Sinon je la descends! Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes sourds? But now we come to a period that I call the battle for identity. As my grandma told me. Yeah, superstitious devices. As my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 3. Cette semaine émission reprise, bis et marinière. On se connaît sur les ondes, on peut niquer vos morts. Frères, on n'est pas ensemble, on est des gamers. On a une vue d'ensemble, on sème la terreur. On est au cinoche ou bien sur le terre-terre. Dans le cul de vos mères, on fait l'hélicoptère. On est des tueurs à gages innés, vous allez prendre la rafale. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. C'est pas moi, la technique. Même si on a essayé de me faire taire avant la fin de cette introduction qui reprend et remanipule une chanson de Alonso, d'où la langue un peu fleurie que vous avez entendue, inhabituelle dans ma bouche. Mais donc nous sommes des tueurs car ce soir au programme nous allons parler de The Killer version 2024 de John Woo sortie sur Peacock, et ensuite nous parlerons d'une ressortie en DVD et Blu-ray chez les éditions Rimini de Épouvante sur New York de Larry Cohen. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, et donc pas à la mise en son de cette émission. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Les muscles pleine forme. Oui, ouais. oh, bref, je suis méconnaissable. Le docteur Erwan prépare déjà son summer body avec un an d'avance pour pouvoir briller sur les plages. C'est comme les mariages, il faut s'y prendre à l'avance. Il a été casté pour le remake de Commando. Exactement. Non, j'ai été castré pour le remake de Commando. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse et Margot. Salut les jeunes. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas locales pour commencer, nous vous rappelons, même si c'est le mois prochain, nous allons bisser toutes les semaines dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Ce sera le 20 octobre à 20h je crois. Ce sera Men Océan de Jack Rosier. Donc ces 4 longs métrages ressortent dans les salles et passeront à l'Arvor, mais nous présenterons plus spécifiquement Men Océan, donc ce merveilleux et magnifique film. Sinon, demain au Ciné Tambour, double programme comme d'habitude avec des choses pas tout mal, avec à 18h15 Les Innocents de Jack Clayton, un des plus beaux films gothiques anglais qui soit. Quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Et à 20h45, Rebecca de Alfred Hitchcock. Voilà, pas mal. Si vous aimez le noir et blanc, bien sûr. Et les grandes demeures sombres et inquiétantes. Exactement. Sinon, cette semaine commence le festival Court-Métrange qui va s'étaler jusqu'au 6 octobre prochain. Donc voilà, qui sera dans plusieurs cinémas à Rennes, mais notamment à l'Arvor, sélection de courts-métrages, mais aussi de longs-métrages, avec leurs longs-métrages et compagnie. Donc voilà, tout ça à retrouver bien évidemment dans la métropole rennaise. Il y aura Carrie notamment, je crois. Exactement, Carrie au bal du diable. Carrie au bal du diable, qui doit passer je ne sais plus quand. De Brian De Palma. Vendredi soir ou samedi
soir, peut-être, je ne sais plus. Vendredi soir, je crois. Je crois que c'est Bref, comme vos informations sont très fiables, voilà. nous invitons les auditeurs et par contre, auditrices à samedi vérifier soir- par eux-mêmes. Par contre, samedi soir, il y a alors ce film curieux que moi j'ai pas vu, qui s'appelle Late Night with the Devil. Oui, qui est présenté par une association ouais. de Strasbourg, Toulouse. Ça a l'air. Ouais, toi aussi, tes informations Du sont Sud. super fiables. Oui, mais en plus, les mecs m'ont envoyé un message Oh, il y a c'est pas longtemps. c'est du propre, c'est du propre. Voilà, qui donc présente 2 ou 3 films. Hors Bretagne, quoi, des gens hors Bretagne, quoi. Exactement, des gens du Sud. Des gens qui sont en dessous Des de la gens Loire. à Strasbourg, c'est au-dessus de la Loire. C'est au-dessus de la Loire? Ouais, T'es sûr? c'est au-dessus de la Loire, oui, ça Ouais, je suis sûr. Oui. qui en tout cas Mais sont à notre géographie toujours Oui. au point, toujours au point hein, dans cette émission. Strasbourg, c'est à l'est. Hein. Toulouse, Aux c'est dernières au sud. nouvelles, ouais, aux Oui, dernières nouvelles, j'ai dernières cru nouvelles, comprendre, j'ai cru Oui. comprendre. Voilà. Bon, bref, hein, c'est tout ça, Ils notion nous insultent- bourgeoise de la géographie. Ils nous insulteront en temps et en heure. Oui, exactement. Comme bon leur sierra. Sinon, ce jeudi, le 26 aussi, à l'Arvor, il y a probablement de ses plus mauvais films, et pourtant il y a compétition entre certains. C'est Thelma et Louise de Ridley Scott qui repasse. Mon Bah souvenir, non, c'est- j'ai non, pas un immense si, souvenir de c'est- Thelma et Non, Louise. c'est plutôt Ouais. pas mal. Non, c'est un très bon film. Je préfère G.I. Jane, tu vois. Oui, mais est-ce que non mais Ok. ouais, non mais voilà. Ok. Est-ce que tu es légitime là quand tu dis ça, dire Bah, quels sont les bons et les mauvais films de Ridley Scott? Je dis, je Je préfère. suis sûr que tu aimes L'âme de fond. C'est pas si pire. Je veux dire, Voilà. Non, non, je suis- il y a des bonnes voilà, choses dans l'âme de fond. ouais, Et, alors, c'est j'ai ça, ouais. j'ai dit que Ouais. je préfère G.I. Jane, j'ai pas pour autant dit que c'était un bon film. Ouais, d'accord. Attention, Non, mais nuance. tellement Louis, ça va, Ah ça oui. se regarde. Oui, À carrément. revoir. C'est du Ridley tranquillou quoi. Oui, c'est Ridley années c'est pas 90, Ridley qui fait des expériences quoi. Oui, mais je C'est- préfère que les vulgaires. moi. Oui, je sais bien. À propos de vulgarité dans les sorties nationales, demain donc enfin il sort, c'est le Megalopolis de Francis Ford Coppola, dont nous reparlerons la semaine prochaine, hein, qui s'annonce pas forcément réussi, mais en tout cas Passionnant. intrigant. Hein, voilà, probablement, Ça c'est sent le grand film malade. C'est l'expression consacrée effectivement, les films malades, les films qui ont un rhume. Mais nous avons hâte de vérifier ça. Les films d'une vie. Les films d'une vie, exactement. Nous en parlions avec le Horizon de Costner, là pareil. Alors que celui de Francis Ford Coppola, c'est Apocalypse Now. Non, parce que c'est un projet qu'il a depuis vachement longtemps. Ouais, hein, ouais, Megalopolis, moi hein. j'ai lu Comme plusieurs, Horizon, hein. j'ai lu plusieurs versions du scénar, dont je crois une des années 2000, une des années 90. Non, ça fait un petit moment. Hein, Ça fait un petit moment qu'il bosse dessus. Sinon, dans un tout autre genre, donc en 1974, était sorti le plus grand succès de l'histoire du cinéma érotique, avec cette chaise en rotin ou en osier, je ne sais plus. En osier rotin. Film d'érotique soft à Roland raciste, et donc sort apparemment une nouvelle version à Avec Roland. Alain Cuny, si mes souvenirs sont Avec bons, Alain qui a Cuny, été choisi, à mon exactement. avis, uniquement sur son nom. Donc Emmanuel, nouvelle adaptation du roman qui cette fois est signée Audrey Diwan ça a l'air avec chiant. Noémie Merlan et Anthony Wong dans un tout petit rôle. Ça a l'air chiant. Oui, ça a l'air un Non, peu alors, chiant. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air 50 nuances Eric grisesques. Neuf a détesté le film en disant qu'est-ce que c'est que ce wokisme. Donc du coup, Oui, ça va être Non, du coup, c'est pas influent. tellement ça, moi, c'est plutôt que ça. Alors, la bande-annonce, en tout cas, avait un petit relance de 50 nuances degrés. Je me suis dit. Après, de toute façon, déjà, le bouquin original est pas ouf. Le film de Jules Jacquin est sacrément chiant. Et par contre, les suites, les Black Emmanuel avec Laura Gemser sont quand même vachement plus cool. Réalisé Donc, par Joe D'Amato. voilà, oui, c'est ça. Pour certaines d'entre elles. En en tout grande cas. partie, notamment Emmanuel est le dernier monde cannibale, aka Viol sous les tropiques. Tout un programme. Hein, Tout un programme. hein. C'est Et super chouette. toute une époque, tout un programme. hein. Exactement, voilà, autre temps, autre mœurs. Il fallait être là. Ça, ouais. Ce qui n'est pas notre cas. Non, exactement. Sinon, il y a le nouveau film de Alexandre Aja qui s'appelle Motherland, nouveau film d'horreur. Pourquoi pas, faut voir. Alexandre Aja, c'est jamais totalement réussi, c'est jamais vraiment désagréable. Donc. c'est exactement. Sinon, il y a un documentaire dont nous reparlerons dans 2 semaines qui s'appelle River Boom de Claude Beitscholdt sur l'histoire vraie de 3 journalistes qui, au moment de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes américaines en septembre 2001, se rendent sur place et ça se passe évidemment pas tout à fait comme prévu. Donc, les rois du désert, mais en version journaliste. Exactement, apparemment c'est super chouette, donc j'ai très hâte de voir ça. Sinon, il y a un film d'action qui a l'air assez nul et pas terrible qui s'appelle Weekend à Taipei avec Luke Evans et un des gars de Fast and Furious, genre des poursuites à Taipei. Vengeance. J'aime bien la ville. bagarre. Moi, j'aime bien la ville de Taipei, donc. Oui, voilà, du coup, voilà, Mais tu ouais, je pense que j'aurai le temps d'aller voir Du ça. coup, tu iras le voir. Et sinon, pour vous, les mélomanes, toujours demain au cinéma, Véronique Sanson, Hasta luego. Voilà. Ça vous parle, Véronique Sanson, Je chanson crois que sur une je- drôle de vie. Je crois que je vais avoir piscine demain. Ah oui. Mais Oui, j'ai rien contre Véronique, j'ai rien contre Véro. hein. Véro, voilà, c'est plutôt Ah, sympa. J'ai rien contre la Véro. contre la vérole. Bref. Sinon, Thibaut, pour rester dans le spectacle, les derniers résultats du Stade Rennais. Terrible cette fin de match terrible. samedi soir, Ouais, à la terrible. dernière seconde, Ah bah. égalisation.
des nordistes, une histoire terrible. Ça, la faute aurait pu être sifflée. Exactement. Voilà. Déjà que se fait bouffer en deuxième mi-temps, c'est quand même bien dramatique. Lui, il fallait se mettre à l'abri avant. Voilà, j'ai envie de te dire. Oui, exactement. Excès de confiance. Bah non, tu joues petit bras, au bout d'un moment, ça te rattrape. Exactement. À propos d'excès de confiance et de petits bras, peut-être en sera-t-il question dans le film dont nous allons traiter après cette petite pause musicale. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était s'allier avec Qianzi Yi Sheng, extrait donc de la bande originale de The Killer, version 1989 de John Woo, car de The Killer, il en est de nouveau question en 2024, après The Killer en 2023 de David Fincher, hein, mais aucun rapport. Donc, car, Paris quand même. Oui, Paris, la ville lumière. Car et la ville des tueurs à gages. Car donc John Woo, 35 ans après un de ses chefs-d'œuvre de sa période hongkongaise et un de ses chefs-d'œuvre tout court d'ailleurs dans sa carrière, donc The Killer, film matriciel, film important, film magnifique, film qu'il a fait découvrir, film merveilleux, ouais, qu'il avait été ressorti par Tarantino dans les années 90. C'est le premier John Woo. C'est le premier John Woo que je vois. C'est le premier John Woo que j'ai vu et que j'ai vu au cinéma. Et qui donc revient en 2024 avec un remake de son propre film. Une certaine tradition parfois dans le cinéma de remaker ses propres œuvres. Hitchcock l'a déjà fait par exemple, mais c'était déjà un vieux projet parce que les studios américains ont dès le début des années 90 tenté de faire un remake donc de ce film-là, qui à un moment donné devait être fait par Walter Hill, mais avec plusieurs réécritures, notamment entre les deux personnages principaux, parce que nos amis américains trouvaient que tout ça sentait un peu trop l'homosexualité latente. Pas du tout. Alors du coup, évidemment, pour eux, ça ne passait pas. Ils voulaient changer, mettre un perso féminin en plus, comme c'est le cas du coup. De la part d'une décennie de festival de cinéma hollywoodien qui a produit Top Gun, quoi. Je veux dire, être aussi frileux sur l'homo-érotisme, c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde. Tango et Cash et compagnie. Voilà, c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde quand même, quoi. Ce sont des buddy movies. C'est ça, exactement. Ce sont des films de copains. Ouais, c'est ça. Des films de copains. C'est ça, ouais. C'est différent. Et donc John Woo revient finalement sur le projet pour en faire ce remake qui cette fois ne se déroule plus à Hong Kong mais à Paris. Et donc il met en vedette dans le rôle de la tueuse à gages Nathalie Emmanuel qu'on verra à partir de demain dans les salles avec Megalopolis de Francis Ford Coppola, et qui a un casting, un all-stars cast international. Il y a donc, comme le film se déroule en France, il y a la plus grande vedette française à l'étranger qui est donc Omar Sy, mais aussi des vieux de la vieille comme Saïd Taghmaoui, Tchéky Cario, Eric Cantona, et au milieu de tout ça, Sam Worthington. Avec un accent irlandais. Alors, j'ai pas été vérifié, il est américain. Il est australien. Oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Parce qu'il en fait des caisses de whisky irlandais, quoi. Mais on aime ça quand les gens font des accents un peu exagérés. il est très drôle, hein. Il est très drôle. Et donc, Nathalie Emmanuel, donc, une tueuse à gages pour le compte de Sam Worthington. Un jour, il y a un deal qui part un peu en sucette. Elle massacre plein de gens comme c'est prévu, mais elle refuse de tuer la chanteuse du cabaret dans lequel elle a dézingué plein de gens. Comme en plus, elle est devenue aveugle et se dit, a priori, ça va. Mais bon, évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et Omar Sy, flic de choc, mène l'enquête avec ses petits copains second rôle qui jouent comme des pelles. Donc, argument plus ou moins proche quand même du film original de John Woo. Qui est assez fidèle au niveau du scénario. Dont le scénario a été réécrit pour cette version par Brian Helgeland, mais je pense que ça a été réécrit plusieurs fois parce que ça ressemble pas trop à du Brian Helgeland. Donc, pour le coup... dans les dialogues un peu, moi je trouvais quand même, à certains moments. Ce côté un petit peu hard-boiled. Ouais, puis ce côté un peu les gens qui sont un petit peu malins, quoi, tu vois, qui est une espèce de truc un peu... Donc John Woo, on l'avait quitté l'année dernière avec son film expérimental, son concept Silent Night, mais quelques années avant déjà, il a fait Manhunt, qui est un film d'action avec des Hongkongais et des Coréens, où il y a un petit peu le même problème de direction d'acteurs dans Manhunt, c'est-à-dire que les acteurs coréens jouaient globalement comme des pelles, en tout cas étaient pas du tout au même niveau que les acteurs hongkongais, c'est-à-dire que c'est deux manières de jouer qui sont quand même assez différents. Et donc John Woo, c'est vrai que depuis qu'il est revenu à Hong Kong et dans le giron de la Chine continentale avec Les Trois Royaumes en 2008, qui est son dernier très grand film, on va dire il a un peu une carrière en dents de scie, même si John Woo propose toujours des choses intéressantes, car ça reste malgré tout un immense
formaliste. Et ce qu'on voit là dans ce remake de The Killer, qui est une version, je trouve, beaucoup plus bis que la version originale, presque plus récréative, ce qui fait que finalement, alors que c'est un truc que j'attendais pour le coup absolument pas du tout, que j'ai trouvé pas vraiment désagréable. C'est un film qui n'est pas forcément défendable en soi, mais il y a plein de trucs que je trouve très chouettes qui en fait m'ont permis de passer quand même un moment assez agréable, malgré quelques scories, on va dire, de films de plateforme avec une photo assez plate. Uniforme, on va dire, une musique pas tellement marquante, même si elle est une musique de Marco Beltrami. Non, il y a un thème westernien que moi j'ai trouvé pas mal. Mais j'aime beaucoup en fait les variations qu'il fait et quelques séquences d'action, notamment qui sont bien troussées autour du perso de Nathalie Emmanuel, qui je trouve fonctionne très bien dedans, et pas uniquement parce qu'elle porte des marinières. Thibaut. Oui, comme tu le dis, le projet en lui-même indéfendable. Faut être honnête. Le film a en effet plein de défauts. T'as parlé de la photographie. En effet, la direction d'acteur, qui est presque à un niveau lamentable. Hein. Tous ces acteurs français, mis à part l'actrice principale. Tous ces acteurs français habitués à jouer dans des prods américaines jouent globalement quand même tous c'est comme quand des même pelles. un petit peu mou du genou. J'ai pas envie de dire que c'est ennuyeux, mais c'est quand même très. C'est pas non plus fainéant parce qu'il y a quand même des choses qui sont proposées. J'ai pas regardé la montre, moi. Voilà, on parlait de platitude au niveau de la photographie. Le film en lui-même, globalement, reste assez plat. Et pourtant, j'ai passé un moment, somme toute, assez agréable parce que plusieurs choses. Tout d'abord, je trouve que là, il y a le film en fait est assez fidèle, comme on le disait, par rapport à la version initiale. On retrouve cette mélancolie qui est propre à John Woo, qui était là aussi pour Silent Night. Du coup, voilà Du coup, on se retrouve dans l'atmosphère vraiment John Woo-yen et Killer-yen. Donc du coup, je trouve que c'est assez cohérent. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est la relecture un petit peu des personnages. Ne pas faire, en fait, un flic et un truand. Mais je trouve que faire du truand une truande, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Caster Omar Sy, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que c'est quand même, comme tu disais, un acteur qui est hyper bankable à l'international. C'est aussi un corps. C'est un corps, c'est un charisme. Et c'est important. Dans les années 90, on aurait eu Jean Reno probablement. Donc voilà. Mais avoir des corps, c'est hyper important dans le cinéma de John Woo, parce que c'est un cinéma qui est beaucoup influencé par la danse. Donc du coup, il faut que des corps soient à l'aise, il faut que les acteurs soient à l'aise dans leur corps pour que John Woo puisse initier des chorégraphies. Et dans ce film-là, une grâce quand même. On retrouve des aspects chorégraphiques qui, moi, m'ont bien plu. On se dit, on avait laissé John Woo avec Silent Night en disant, je me souviens de la chronique qu'on avait fait ici avec Simon, on disait, c'est son chant du cygne. En fait, on est là vraiment, John Woo, il est quasiment en dépression, et là, en fait, il nous livre son testament. Et au final... C'était un peu ce genre de boucler la boucle. Et au final, il revient avec ça, mais tu dis, il en a encore un petit peu son prochain film, sous la pédale. Ça sera une comédie musicale écrite par les Sparks. Tiens, pourquoi pas. Donc, tout ça me semble cohérent, tout ça fait que le film se suit plutôt bien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également, on a parlé de la musique qui est cool, c'est qu'on a retrouvé un John Woo, quoique là c'est quand même à mettre en balance, c'est qu'on a retrouvé un John Woo avec des raccords hyper ludiques, un usage du split screen. Voilà, il s'amuse complètement sur sa table de montage. Il y a même un espèce de fondu enchaîné à gogo. Voilà, il y a même un moment un défilement d'écran partagé en mode un petit peu BD qui est plutôt de comme Ang Lee avec son Hulk. Voilà. Donc c'est plutôt Donc c'est plutôt de bonne aloi. Et puis en termes de gunfight, parce qu'on est quand même là aussi pour parler de gunfight, de bagarre. Il y a vraiment des choses typiques du cinéma de John Woo qu'on retrouve. Les face-à-face avec les flingues, où ça change. Stand-off. Voilà, où on est en face-à-face de manière très rapprochée. Hein. Les connaisseurs, les initiés reconnaîtront un petit peu la formule, ce qui augure du coup des jeux de point de vue et des jeux de chorégraphie qui sont hyper intéressants. Le saut en avant aussi, quand on fait des flingues, les deux flingues bien entendu, dans chaque main, et les sauts en avant qui sont typiques du cinéma de John Woo, qu'on retrouve un petit peu, et l'utilisation de la moto. Donc ça, je trouve que voilà. Il reprend en fait ces tropes de son cinéma d'action qu'il fait depuis 30 ans, on va dire, où il passe presque en revue toutes ces figures connues, sauf que là, au lieu de mettre par exemple les colombes, ce sont des pigeons. Mais là voilà, il y a aussi toute c'est pas vraiment un film qui va jouer. C'est pas un film qui va jouer sur
la surprise formelle non, forcément. Mais par contre, quand il reprend tout ça, je me pose une question. Il y a le côté, il y a une efficacité indéniable, mais je me dis, est-ce que je suis content de voir ça et de voir des figures typiques du cinéma de John Woo? Est-ce que je suis content de voir ça dans un projet de film qui est indéfendable? Du coup, je suis content. Ou est-ce que je me dis, ah mais là, John, en fait, je suis désolé, mais c'est pathétique. Parce que tu reprends en fait tes figures qui ont vécu, qui ont fait école, qui ont influencé énormément de gens. Mais là, tu reprends les trucs et tu dis, mais est-ce que tu n'en fais pas un petit peu trop et est-ce que tu devrais peut-être pas passer à autre chose? Du coup, peut-être que son prochain projet me mettra complètement en porte-à-faux. Mais j'étais entre le fun de retrouver quelque chose et le côté un petit peu pathétique du ah ouais, mais je sais pas trop là. Donc voilà, le film est bien entendu mi-bon mi-con hein, complètement, mais fait que au final, il y a quand même un plaisir parce que c'est quand même honnêtement emballé. Faut pas se mentir, le rythme est un peu plat, mais bon, il y a toujours une scène dans l'église, une petite variation de cimetière. Il y a des motos, même s'ils sont des motos. Bon, les motos électriques. Les motos électriques, c'est quand même pas cool. Quelle époque terrible. C'est pas super hein, dans bon docteur pour voir ça. C'est du wokisme mécanique. Du wokisme mécanique, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, après il y a pas une décharge bon dans The Killer, il y a deux scènes qui sont vraiment importantes, il y a le resto et puis la scène finale dans l'église. Bon là la décharge, j'attendais la décharge de l'église. Bon bah là elle y est pas, hein. Faut pas. Il fait autre chose parce que dans The Killer c'est vraiment une décharge quasiment de ultra violence, d'héroïque bloodshed où ça tire à tous les sens. Là il fait autre chose, il fait un truc qui est un peu plus chorégraphié avec des corps à corps, on va dire. Docteur. Alors moi je suis un peu d'accord avec ça aussi hein. C'est-à-dire que moi je suis un peu partagé hein, sur ce film là. Alors sachant que moi John Woo, je suis assez partagé sur John Woo par ailleurs. C'est-à-dire que moi j'aime plutôt bien sa période hongkongaise, mais The Killer est pas mon préféré du tout. Moi mon préféré c'est À toute épreuve et Une balle dans la tête, c'est les deux préférés qui sont moi je trouve vachement mieux en termes de justement d'excès et de voilà, moi en tout cas j'y trouve plus mon compte. Oui. Alors qu'il y a un côté dans le The Killer original, il y avait déjà un côté un peu gnangnan que la musique, la romance, voilà, que la musique qu'on a écouté tout à l'heure et qui en même temps est assez mythique hein, qui est une chanson assez légendaire du cinéma de Hong Kong des années 80. Elle est très belle. Mais c'est vrai que voilà, alors j'ai toujours sortait les violons. Hein. Ouais, j'ai toujours été un petit peu partagé moi sur The Killer et je préfère d'autres John Woo. Pour autant la version hongkongaise parce que Erwan cache son côté romantique. Voilà, c'est sûrement ça. Mais en fait le truc c'est que alors moi j'ai eu plusieurs impressions. À certains moments, mais qui sont pas sur l'ensemble du film, qui sont plutôt ponctuels. C'est-à-dire qu'à certains moments je me suis dit ça commence à ressembler à du Dario Argento quand même tout ça quoi. C'est-à-dire dernière période. Ouais, c'est-à-dire laissez-le prendre sa retraite quoi. Ouais. C'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire dans le cinéma mondial. Il y a plus grand chose à dire de plus en fait quoi, voilà, et on sent bien qu'il y a une espèce d'essoufflement quand même dans ce film là au niveau justement même des scènes d'action hein. Moi j'ai trouvé que je trouve que la scène d'hôpital, la scène finale sont pas trop mal, mais j'ai trouvé qu'il y a d'autres scènes qui sont la scène d'ouverture, la scène d'ouverture avec la poursuite d'ouverture, je trouve qu'en termes de découpage c'est pas ouf quand même quoi. Et puis alors il y a des trucs qui font qu'effectivement il y a des moments en fait où je me suis dit putain mais on dirait un nanar italien du début des années 80, tu sais, c'est qui refont un Mad Max, qui refont un succès américain mais avec pas de pognon, parce qu'en fait il y a des moments où je me suis dit mais où est passé le fric quoi. Parce que il y a d'une part le fait que alors c'est peut-être lié au fait on veut voir les devis. C'est peut-être lié au fait que ça se passe à Paris, mais que ça a vraiment été tourné à Paris. Ouais, mais c'est un Paris alors c'est là où je me suis vraiment posé une question, je me suis dit mais est-ce que là il y a quelque chose de volontaire de la part de John Woo de faire vraiment un Paris de carton-pâte, ou est-ce que c'est tout simplement qu'il a une vision très chinoise de Paris, c'est-à-dire très cliché finalement, et très mi-Amélie Poulain, mi-Émilie Paris. Ah ouais, et ça donne une espèce de Paris qui est pas crédible. Enfin moi c'est très très propre. Hein. Ouais, voilà, il y a pas un papier gras dans les rues quoi. Ça sent pas la piste. Hein. Tu vois, et il y a pas un serveur mal poli, tu vois. Et donc là tu te dis bah non, mais je suis pas à Paris, je suis dans une version chinoise. En Chine, il y a comment dire, pas un sitcom, mais il y a un soap opéra qui s'appelle je sais plus comment, mais qui a un truc à succès qui se passe à Paris. Et le Paris en fait dans ce soap opéra, c'est exactement ce genre de Paris là quoi. C'est une espèce de Paris hyper clean, hyper lumineux.
hyper avec des petites affichettes, avec des tu vois, par exemple les véhicules, par exemple. Enfin, il y a un film qui se passait pas où il fait beau. Tu vois, il y a des tas de véhicules, tu vois, mais il y a pas une Clio, il y a pas un machin, il y a que des véhicules. C'est soit du vieux véhicule des années 60-70 français, soit du alors que les vieux véhicules, ils ont plus le droit de rouler dans Paris. Soit du SUV, ce qui fait qu'à certains moments, il y a même des plans où tu te dirais, mais putain, mais je suis en train de regarder une pub. Tu vois, pour des SUV. Ouais, je suis en train de regarder une pub pour les SUV, quoi. Donc il y a cette espèce de truc. Et puis il y a un truc avec les figurants. Et là aussi, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est volontaire ou pas, quoi? Est-ce que c'est une manière de déréaliser finalement le film? Ce qui pourrait être, pourquoi pas, je veux dire, une attitude. Mais c'est pas clair. Parce qu'en fait, tu vois, je te dis, voilà, le vol de la moto, le gars, il gueule même pas, moi je pensais qu'elle allait lui mettre, tu vois, qu'elle allait lui retourner un coup de pied retourné, tu vois, hey mec, ma moto, papa, tu vois, voilà, moi c'est comme ça que ça devrait se passer dans ma tête, moi, tu vois, quel doubleur exceptionnel. Et pareil, tu vois, il y a des tas il y a un moment, c'est où j'ai rigolé, en fait. Alors que c'est pas drôle, hein. Enfin, si, c'est justement, peut-être que c'est drôle, en fait, j'en sais rien du tout. Il y a un moment, en fait, l'héroïne s'enfuit du commissariat et elle fait un truc très John Woo-esque, c'est-à-dire qu'il y a une grande banderole où tout est écrit en anglais dans un commissariat. Alors pareil, le commissariat de police, il est pas crédible une seconde, quoi. Tu vois, il est propre. Hein. Non, mais il est grand, il est grand, il est propre. Les ordinateurs marchent et tout le monde parle anglais. Non, attends, c'est pas possible, quoi. C'est pas même entre eux. Même entre eux, c'est pas possible, quoi. Et donc elle trouve une espèce de grande banderole qui comme ça, qui suspend et qui lui permet de descendre 3-4 étages. Et elle fait ça évidemment de manière très très classe, voilà, très élégante, très élégant qui vole. Voilà, c'est très élégant. Enfin voilà, c'est très bien sapé. Très John Woo-esque. Et alors, quelques scènes plus loin, il y a Omar Sy qui, mon Dieu, il a été piégé, on a mis de manière très grossière des pains de cocaïne dans les tiroirs de son bureau, ce qui veut dire quand même pour un mec qui est censé être accusé, tu vois, poursuivi par toutes les polices de France et accusé d'être genre un dirty cop. Mec, t'es pas malin quand même. Tu ramènes tes pains de cocaïne au bureau, quoi. Donc déjà, t'es pas malin quand même, quoi. Un oubli, ça arrive. Voilà, un oubli, ça arrive. Enfin bon, bref, passons. Et donc il s'enfuit et il utilise exactement la même technique. Je vois bien ce que ça essaie de faire. Ça essaie de créer un parallèle. Un mimétisme. Un mimétisme entre les deux. Mais je pense que cette scène-là, par exemple, était pas utile. Parce qu'en fait, auparavant, il y avait la scène de l'hôpital. La scène de l'hôpital où, justement, cette notion de mimétisme et cette notion de gémellité, qui était déjà présente d'ailleurs dans The Killer, dans la commence à apparaître. Et voilà, commence à apparaître avec une scène, moi, où là, je me suis dit, tiens, tout d'un coup, ça joue pas trop mal. Entre elle et lui, en fait, où ils se vannent, voilà, et avec un petit gag que moi j'ai beaucoup aimé, qui est que comment l'héroïne, la tueuse, met un coup de crosse de revolver dans la tempe de Omar Sy. Omar Sy tombe par terre, elle va pour s'en aller, elle revient. Il y a Omar Sy qui clairement fait semblant de dormir et lui dit tu fais semblant de dormir. Il fait ouais, et paf, il se reprend un coup et ça j'ai trouvé ça bien parce que là il y a une piste, c'est-à-dire que tu te dis ouais, je vais continuer la poursuite, je vais faire semblant de dormir, ça va marcher, alors qu'évidemment non, voilà. Et du coup là j'ai trouvé ça authentiquement drôle, par contre. Et même dans les répliques, je trouve que dans les dialogues, il y a une espèce de charme platonique entre les personnages, mais qui se fait avec justement des formules, des machins. Et là, je trouve que avec un jeu de chat à la souris. Ouais, et je trouve que on retrouve justement un petit peu cette espèce de presque de comique qu'il y avait dans The Killer entre Chow Yun-fat et puis je sais plus comment s'appelle l'autre acteur. Pas Andilo, mais bon bref, et Danny Lee, voilà, exactement. Et je trouvais qu'on retrouvait cette espèce de côté presque comédie hollywoodienne des années 30, presque screwball comédie, c'est-à-dire avec des mecs qui ont toujours la bonne vanne à sortir. Et je trouve que là il y a des moments où ça se passe pas trop mal. Après pareil aussi Sam Worthington, quoi, qui en fait des caisses de chez caisses et qui pour autant qui a l'air hyper content d'être là, mais qui a l'air très content d'être là et qui il a des costards en tweed. Il a des costards en tweed, il boit des whisky, il fait son accent irlandais à couper au couteau, enfin, donc c'est vrai que je suis un peu partagé parce qu'en fait, moi, ce qui m'a pas gêné, mais ce qui m'a vraiment interrogé dans ce film-là, au-delà de l'exercice de style, effectivement, pas un peu dispensable, c'est que en fait, j'arrive pas trop à savoir jusqu'à où John Woo est sérieux, en fait. Ouais, quel est l'enjeu du film? Ouais, voilà. Est-ce que c'est quelle est son identité au final? Exactement. Est-ce que pour lui c'est genre il fait un film parce qu'il faut bien tourner, ou alors est-ce que il a vraiment un projet derrière? Et c'est vrai qu'il y a ce côté série B, c'est comme dans certaines séries B où tu sais pas trop. Et on en reparlera. Et on en reparlera avec on en reparlera avec le Larry Cohen, parce que j'ai vraiment ressenti ça aussi, quoi, dans les deux films, c'est-à-dire et alors avec un côté beaucoup plus propre. Et c'est ça, c'est ça que j'ai regretté, évidemment, dans le truc, c'est que dans les films hongkongais de John Woo, il y a ce côté granuleux.
qui est liée à la pellicule bien évidemment, mais qui est liée aussi à Hong Kong des années 80. Au néon. Voilà, où oui, c'est tourné, où tu sens que c'est tourné un peu en mode guérilla dans les rues. L'humidité. Ouais, tu sens l'humidité, oui, tu c'est sens la comme souvent crasse. tourné à l'arrache. Tu sens la et sans crasse. autorisation. Voilà, tu vois, même dans les gerbes de sang et tout ça, quoi. Là, en fait, il y a des moments, en fait, j'ai pensé à Volte-Face. Ça, c'est un bon film. J'ai pensé à Volte-Face, c'est-à-dire, moi j'avais bien aimé Volte-Face, mais en termes de jeu d'acteur, moi j'ai toujours trouvé que dans la première partie, Travolta joue comme une chaise, et qu'il en fait des caisses, et que, en fait, je trouve Tout en fait, le monde en fait des en fait, caisses. je trouve que dans Volte-Face, par exemple, le film devient bien quand ils échangent leur identité et quand ils échangent leur rôle, en fait. Et là, je trouve que les deux acteurs deviennent vraiment bien. Alors que avant, dans les premières demi-heures du film, tu fais, qu'est-ce que tu fais, John, ou qu'est-ce que tu fais, quoi. Dans Volte-Face, Mais tout le monde en fait des caisses. Hein, la caméra, les acteurs. Mission Impossible 2, tu vois. C'est pas génial. Voilà, qui est un film. Je le dis à regret, hein, parce que c'est quand même un film avec Tom. Qui est le seul Mission Impossible qui se passe que dans une ville. Oui. En Australie. Et en plus, une ville pas top en Australie, qui a absolument aucun Sydney, voilà, et qui n'a aucun potentiel cinématographique. Enfin, en tout cas, qui n'a pas de potentiel cinématographique exploité par John Woo. Non. Donc c'est vrai en que. En plus, Tom, il a une coupe de merde. Il a une coupe dedans, il a un Limp Bizkit à la BO. Il a un vilain mulet. Il a Metallica, hein. Mais tu vois, et en fait, chez John Woo, il y a toujours cette espèce de truc sur le mauvais goût. Tu vois, moi je retrouve pas chez d'autres, que je retrouve pas que je retrouve chez Choi quand il fait Black Mask 2, mais voilà, tu vois, mais là c'est vrai que là j'ai retrouvé, en fait c'est ça qui est très étrange, c'est qu'il y a des fautes de mauvais goût propre. J'ai pas totalement aimé le film, et pourtant c'est un film de John Woo. C'est-à-dire que je peux pas dire c'est pas un film de John Woo. Il y a à la fois il y a les moments un peu virtuoses, il y a justement le fait de s'amuser avec le montage, et il y a quelque part cette espèce de mauvais goût et qui fait partie finalement de son identité cinématographique. Pour rebondir sur le mauvais goût, moi il y a quelque chose qui m'a alors bien entendu, on est dans une église, il y a des pigeons, bon c'est moins sexy qu'une colombe hein, mais bon il y a des pigeons qui s'envolent, l'utilisation des ralentis compagnie. Tu dis bon qu'il va y avoir le gunfight final dans l'église, qu'est-ce qu'il va nous faire comme... Donc il y a cette iconographie, mais qu'est-ce qu'il va nous faire en termes de personnages, comment il va rattacher ces personnages avec cette iconographie christique. Et en fait, il y a et là je me dis, à un moment, le film se mord la queue, ou John Woo se mord la queue. Le seul personnage... Ce qui est pas facile, hein, il faut bien le dire hein, quand même. Oui, alors pas sans mauvais jeu de mots. Pourtant j'y ai pensé tout de suite. Mais si, oui, en fait, donc... Il se mélange les pinceaux. En fait, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, le seul personnage qui évoque le martyr ou qui meurt comme un martyr, c'est Sam Worthington. Ouais. Il s'éclate les bras bon, spoil, hein. Les bras en croix. Les bras en croix avec une contre-plongée d'enfoiré avec une amorce sur le Christ et compagnie. Tu fais, mais attends, mais tu fais quoi, là? Ça veut rien dire ce que tu fais, Non, ça veut rien dire. Non. Alors, je comprends que, alors, je connais pas la vie religieuse de John Woo, je ne sais pas. Il est catholique. Il est catholique. Mais du coup, pourquoi tu fais de Sam Worthington ton martyr? Enfin, là, j'ai pas compris. Alors que c'est quand même les personnes qui vont être tout le long comme un sale bâtard. Alors, est-ce que c'est pas une vision, est-ce que c'est pas ironique, quelque part? Alors, est-ce que ça rejoint ce que tu dis sur il y a des phrases bibliques, dans les tableaux de Eric Cantona aussi. Oui. Il y a des phrases bibliques qui apparaissent. Donc, il y a une espèce presque de parodie, en fait, de John Woo lui-même, de auto-parodie de John Woo par rapport du coup, ça participe de la vulgarité et où est-ce qu'on se place et où est-ce que John Woo se place par rapport à son propre film. Et là, je trouvais ça complètement con. Mais parce qu'autant Travolta, n'importe quoi, Cantona, quand il se met à parler un petit peu avec des phrases bibliques, tu dis bon allez, c'est le Godfather, qui meurt 10 fois trop tôt, hein, moi je trouve. Ah mais grave, mais Canto 10 fois trop tôt, ça aurait dû être allez, c'est bon, ça passe. C'est surtout que t'as l'impression que c'est Canto qui fait des phrases de Canto, quoi. When the seagull Et tu dis allez, c'est bon, il se prend pour le Godfather, le parrain du crime parisien. Il fait ses aphorismes à la con. Donc il fait ses aphorismes à la con parce qu'il se croit l'élite. Mais Sam Worthington, c'est comme par exemple, pas compris. Mais tu vois, cette scène de l'église, justement, elle est vraiment typique. Quand elle marche sur les marches, sur les bancs, là c'est cool. Ah, c'est cool. Et qu'elle pète la tête d'un type, la nuque d'un type, avec un coup de genou, Et puis, super utilisation de la tresse. Alors, la tresse. Ah, super. Et l'encensoir. Quand la méchante tueuse blonde sort son encensoir, là, j'ai fait, ça c'est cool, ça, par contre, ça c'est cool. Mais, dans cette même scène de l'église, par exemple, il y a un truc qui m'a vachement étonné, tu vois, en termes de chorégraphie, c'est que, à un moment, il y a des hommes de main qui sont censés rentrer. En fait, on a l'impression qu'en fait, les gars, ils sont en train d'attendre leur champ. Ah bah, trempe classique, les mecs sont en train d'attendre leur tour. Et puis hop, de temps en temps, quand on a besoin d'eux, et puis ils meurent bêtement comme des cons. En fait, j'étais là depuis le début. Ouais, ils meurent comme des cons. Mais comme la scène dans le club,
Tous les gars attendent. Voilà, où les gars sont. Mais c'est une bonne idée pourtant. Le coup du sabre, Ouais, qui non, se mais monte, oui, tout ça, là, oui, puis ça va avec le code, le fait qu'elle a un code, etc., Bon, blablabla. Et quand Mais- on change le code, on prévient. On prévient, exactement. Mais bon, je reste un peu interdit par ce film, il faut bien le dire. Donc c'est The Killer version 2024 de John Woo, sorti sur la plateforme Peacock. On va rester dans le bis, mais on va quitter Paris pour aller à New York. Et on s'écoute New York, New York. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Manitoba The Wild Kingdom avec New York, New York, reprise de la chanson de Frankie Sinatra que l'on pouvait entendre dans un Mondo Movies des années 80 qui s'appelait Mondo New York. Et donc de New York, il en est question dans Épouvante sur New York, aka Q The Winged Serpent, le serpent ailé, film de Larry Cohen de 1982 qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray dans les éditions Rimini. Et donc venir production bien bis typique de son époque, parce que production Produit par Samuel Z. Arkoff. Exactement. Ce gros patachon. Les productions hypées, donc un staccanoviste du bis en tout genre, quoi. Certains diraient presque un sacré margoulin. un putain d'escroc, ouais, Samuel Z. Arkoff. Il était quand même connu pour être un super. Corman à côté, c'est un mec honnête. Hein. Ah, à côté de Samuel Z. Arkoff, hein. C'est un mec réglo. Hein, donc Samuel Arkoff, toujours dans les bons coups, se dit bon, écoutez. Il y a justement Dino De Laurentiis qui a fait son remake de King Kong quelques années avant. Les gros Stromons reviennent un peu. Il fait pourquoi pas moi, après tout. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme gros monstre? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et puis il dit tiens, King Kong, il va en haut de l'Empire State Building. Et ben moi je vais utiliser la Chrysler Building qui est encore plus haute. Ça va être encore plus impressionnant. Et là du coup tout son crew se creuse un peu les méninges et ils se disent les Aztèques, c'est pas con, c'est jamais utilisé. On va aller chercher dans le folklore aztèque. Et donc tous ces mecs en jupe à l'époque, avant qu'ils soient défoncés par les Espagnols, ils avaient plein de serpents ailés représentés. Le serpent à plumes, célèbre film aussi avec Coluche. La vengeance du serpent à plumes. Voilà. Exactement. Et donc il dit tiens, pourquoi pas un serpent ailé, ça peut être hyper impressionnant, hyper intéressant, et on n'a jamais vu ça. Effectivement, on avait rarement vu ça. Et donc pour ça, il réunit un petit casting je dirais un peu de has-been sur le retour, mais d'acteurs alcooliques. Puisqu'on a David Carradine qui a l'air d'en avoir rien à battre, qui est pas hyper investi, mais qui égrène sa nouvelle calvitie naissante, bien qu'il tente de la cacher de manière assez maladroite par une coupe de cheveux dégueulasse typique 1982. Richard Roundtree qui est là pour rouler, qui est un peu plus dedans lui, hein. Qui est là pour rouler des mécaniques, et un des rôles principaux est interprété par Michael Moriarty, un personnage en descente de cocaïne, je pense, puisque donc vont se mêler à peu près deux intrigues entre des meurtres crapuleux, salaces et probablement rituels qui se passent dans New York, et en même temps une grosse bête qui vient comme ça par petites touches bouffer des gens et que personne ne voit jamais de manière assez étrange, parce que comme il est expliqué dans le film à un moment donné, elle est intelligente en fait, elle se met avec le soleil dans le dos, comme ça les gens sont aveuglés par le soleil et ne peuvent jamais la voir, cette énorme bête de 15 mètres d'envergure qui boulotte des bonnes femmes qui bronzent seins nus. Évidemment, seins nus et langoureusement filmé par Larry Cohen, parce que Samuel Arkoff veut quand même de la fesse. Il y a pas trop, hein. Non, oui, ça reste soft. Un peu complaisant parfois quelquefois. Non, c'est pas complaisant du tout. Larry Cohen, on le connaît pas principalement, mais c'est un des grands réalisateurs du bis américain des années 70-80, notamment avec les films de blaxploitation avec Pam Grier, entre autres, dans les années 70, et qui après, comme plein de ses petits camarades, touchera à peu près à tous les genres, notamment un très étonnant, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, les dossiers privés de J. Edgar Hoover, film politique, film de montage sur J. Edgar Hoover à la fin de sa vie, qui est en train de partir full paranoïaque et qui retrace un petit peu sa vie, film étonnant, mais donc Larry Cohen après continuera à faire différents films de genre, notamment The Stuff, j'en parlais avec Thibaut en antenne avant le début de l'émission, qui a un film où c'est un peu cracra, un yaourt géant qui tue des gens. Il a fait Le Monstre Vivant aussi. Le Monstre Vivant, c'est ça. C'est peut-être son film le plus exactement, connu. et jusqu'à la fin, il continuera un petit peu à œuvrer, parce que pas mal de ses scénarios seront rachetés, comme par exemple Phone Game de
de Joel Schumacher ou bien Cellular, tout ça, donc parce qu'il est décédé il y a une dizaine d'années comme ça, donc vraiment artisan à la fois scénariste et metteur en À ne scène. pas confondre avec Rob Cohen, Oui. qui est un vilain tâcheron. Qui est un cinéaste qui pratique le montage cubiste, comme il dit lui-même. C'est cela. Et donc, avec ce film-là, bien dans son jus de 1982, notamment en termes de production design et de costumes, hein, notamment, on va pas se le cacher, mais qui a un charme certain par son monstre en animation image par image, qui est très joli. Il y a à la fois une intrigue menée, on va dire, à un rythme de sénateur par notre ami David Carradine et son pote Richard Roundtree, et les pérégrinations de Michael Moriarty, pianiste raté, personnage insupportable et complètement con, mais avec tous les gens qui croisent, qui genre mène son petit bonhomme de chemin comme une vraie raclure qu'il est. Thibaut. Oui, alors c'est vrai que le film, franchement, est un vrai plaisir de série B, emballé plus qu'honnêtement par Larry Cohen. Mais c'est vrai que toute la partie Moriarty et puis son histoire de braquage de bijouterie, là, on en a mais strictement... Braquage qu'on ne voit pas parce qu'ils ont pas de fric hein, pour faire la scène. On en a strictement mais rien à carrer. Et c'est vrai que ce personnage-là est absolument détestable, misogyne comme pas deux, à moitié raciste, complètement con. Un genre de Pascal Pro. Un mec qui a zéro confiance dans les forces de police, qui essaye de se faire du pognon, qui est vraiment un sale type, quoi. Il a raison. Qui a Mais peut-on tout dire? Et bon, voilà, il a la cordillère des Andes dans le pif, quoi, mais mais bon, bref, passons. Mais si on évacue un petit peu tout ça, alors ça prend un petit peu de temps quand même, hein, cette intrigue-là, des fois on la voit, le montage, c'est quand même ponctué le montage parallèle, avec heureusement, des attaques du monstre. Voilà, heureusement, il y a l'enquête policière, donc là, qui est hyper cool parce que Carradine et Roundtree ne font pas le job, mais on s'en carre. Là, rien que leur fait qu'ils soient, ils sont quand même particulièrement incompétents. Hein. Oui, mais ils sont à l'écran. Et rien que le fait qu'ils soient à l'écran, moi, ça me procure énormément de plaisir. Et puis, il y a cette histoire, il y a ce monstre. Et moi, je trouve que Larry Cohen fait une utilisation du monstre extrêmement, j'allais presque dire ambitieuse. Parce que, certes, c'est une série B, certes, il n'y a pas de thune, mais je trouve que... La thune est mise dans le monstre. Hein. Elle est mise dans le monstre, mais néanmoins, les jeux de contre-plongée sont hyper intéressants à chaque fois. Il y a même des plans d'hélico qui sont pas dégueux. Oui, tu sens qu'ils l'ont bien en termes de point de vue, en termes de point de vue, c'est hyper cool. Il y a même des vues qui vraiment créent le vertige. Hein. Enfin, c'est très impressionnant. Le monstre est hyper bien découpé. Voilà, on en voit des bribes. Il joue bien sur le hors-champ, tout ça par petites touches. C'est ultra maîtrisé. Et puis quand il apparaît un petit peu, on a une très belle bête en animatronique là, qui fait en même temps penser. Animation image par image. Image par image, d'accord. Excusez-moi. Mais qui fait en même temps penser au film de monstres hollywoodien. Donc bien entendu le roi des monstres King Kong. En tête d'affiche, mais aussi au cinéma de Karel Zeman, donc immense cinéaste tchécoslovaque à l'époque, avec Le Voyage extraordinaire, me semble-t-il. Le Baron Crack. Voilà. Donc voilà, t'as ce côté-là, t'as le côté européen, puis t'as le côté américain. Voilà, le monde perdu, le monde perdu, pas Jurassic Park, le monde perdu, hein, le monde perdu de 1925. Le Conan Doyle, d'après Conan Doyle. D'après Conan Doyle, le King Kong. Donc voilà, il se trouve qu'il s'insère dans une vraie tradition fantastique, bis, il y a un cinéma. petit côté années 50 aussi, genre Behemoth, The Sea Monster, tu vois, les films de Jeanne Lourier. Gorgo. Gorgo, ce genre de film-là. Donc c'est un film qui est ultra cohérent. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Dans une tradition du cinéma de gros monstres, vraiment. Voilà. Et puis il y a des choses qui sont, alors, je parlais de la contre-plongée qui est cool. Le traitement sonore est hyper sympa. Ouais, le monstre, il a un bruit cool. Également. Et puis, il y a des raccords qui sont ultra fun. À ce niveau-là, il y a des petites touches d'humour en termes de montage. L'attaque de la fin. Qui sont très sympas. Sur le Chrysler Building aussi, c'est super. Ouais, c'est super. Où les mecs se font boulotter. Et il y a deux, trois répliques. Il y a 2-3 répliques. C'est pas si mal écrit que ça, en fait. Exactement. C'est juste que c'est mal joué. C'est mal joué, mais il y a 2-3 répliques qui sont ultra percutantes. Ah, vous, les flics noirs, pourquoi vous êtes plus méchants que les blancs? Oh là, dis donc. Le truc sur Nixon Ford aussi, je fais, oh là, dis donc. Ah, c'est Larry Cohen, hein, c'est quand même un. Ouais, non, mais, tu vois. Il y a un côté un peu grinçant, quoi. Mais il y a un côté un peu grinçant, c'est une prod qui a de l'ambition, hein, qui est certes là pour ramasser, pour récolter un paquet de fric, mais tout cela est, ma foi,
traité avec passion et traité avec cohérence. Du coup, toi, en tant que spectateur, tu prends un plaisir qui est indéniable. Docteur. Moi, il y a un truc qui, moi, je trouve que l'un des aspects les plus intéressants du film, c'est ce qu'il montre de New York, en fait. Parce que là, on est dans une période, on est en 82, donc on est à la fin, on est on est à la fin de la période où New York était une ville en faillite, en fait. La restructuration de la ville, en fait. Donc on est dans cette ambiance Son of Sam. Faillite généralisée, The Deuce, voilà, The Deuce, voilà le truc porno, 42e rue. Et moi, ça m'a fait penser un peu au film de Frank Ohenlotter. J'ai jamais réussi à prononcer. Henenlotter, Elmer le ménage. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire du film de série B, mais qui te dit quelque chose aussi de presque de documentaire, en fait, sur l'état d'une ville à un moment donné de son histoire. Et là, c'est vrai que, une fois que t'as passé, effectivement, le jeu d'acteur, moi, j'adore les figurants qui meurent, et en faisant, c'est super. Ils sont très mon investis. Dieu, tu vois, enfin, c'est vraiment, ils jouent tous très mal. On sent qu'ils ont été castés dans la rue, voilà, on sent contre 20 balles, ok. Ouais, contre 20 balles et tout. Mais je trouve que dans les arrière-plans, et justement dans ce Chrysler Building, dont le toit est en train de s'effondrer, en fait. Oui. Avec des équipes, parce que c'est l'antre du monstre, donc il y a un trou, en fait, dans le toit. Et toutes les scènes, moi, je trouve, dans le Chrysler Building, qui, à mon avis, sont vraiment dans le Chrysler Building. Elles sont vraiment tournées dans le Chrysler Building. Où ils montent des échelles et tout. Il y a une espèce de côté décadent, il y a quelque chose de décati, de quelque chose qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Et je trouve que ça dit, par extension, quelque chose sur le New York de cette époque-là, en fait. C'est pas le Chrysler Building, symbole de la puissance américaine et de la puissance new-yorkaise, là. C'est déjà en train de devenir une sorte de ruine, en fait. Ouais, il fait quasi de l'urbex, en fait, à ce niveau-là. Ouais, et puis il y a presque ce côté pyramide, justement, tu vois, ce côté, et ça rejoint justement le côté aztèque. Patrice Laffont. Oui, le fameux jeu de Patrice Laffont, ouais, et super jeu d'ailleurs. Et ça rejoint c'est un peu cette idée le temple d'une civilisation qui a disparu, en fait, et qui est en train de s'effondrer sur elle-même, tu vois, un peu comme oui, c'est Apocalypto. Voilà, le serpent à plumes est une espèce de survivance, avec une tradition disparue. Alors, pareil avec par exemple, il y a un truc très drôle, il y a une scène super, moi j'ai trouvé ça, parce que c'est pas possible que ce soit au premier degré, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça super drôle. C'est quand le prêtre du serpent à plumes, donc, qui tue des gens pendant tout le film, et dont on voit pas le visage, on finit par voir son visage à la fin. Bon, c'est un gros con. Voilà. Tu dis, ouais, c'est qui? On sait pas qui c'est. Non, moi, je m'attendais à ce que ce soit un des personnages de la fiction. Pas du tout. Non, c'est un mec qu'on n'a jamais vu de notre vie. Et donc il agresse notre héros cocaïné, dans sa chambre d'hôtel. Et là, il y a David Carradine. David Carradine qui arrive, qui lui met une balle. Le mec s'écroule, il se relève, il lui remet une balle, il lui remet une balle. Enfin, il oublie de le farcir de plomb. Et je me suis dit, mais c'est vraiment trop gros. Et à la fin, t'as David Carradine qui dit, mais il veut pas mourir, ce type, quoi. Tu vois, c'est trouvé ça super drôle, quoi. Oui, puis même à un moment, il y a un sacrifice. Mais non, moi je veux être sacrifié et tout. C'est génial parce qu'en plus, toute la fin du film, avec le règlement de compte dans la chambre d'hôtel, il est vachement détendu, David Carradine, hein. Après, genre pas de problème. Pas de souci. Il suffit de foutre le cipruneau dans le buffet d'un gars. Le petit autocollant de Not Disturb, là, clean the room. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est des films qui te laissent un peu, alors, moi je conseillerais pas ce film-là si vous voulez vraiment voir de la petite série B bien ficelée, parce que c'est pas bien ficelé. Il y a des tas de trucs très sympathiques dans ce film-là, mais c'est pas une petite série B justement, du petit film d'horreur où tu dis le monstre est quand même bien fait. Il y a des trucs sur les éclairages. Non, il y a plein de trucs. C'est pas le monstre est vivant. Si on veut commencer par quelque part, c'est pas. Si on veut commencer avec Larry Cohen. Exactement. Mais par contre, il y a ce côté de déviant, et effectivement cette espèce de franchise, quoi, absolue, quoi, qu'il y a dans le projet, c'est-à-dire de dire on vous a fait un film d'exploitation, hop, c'est pour vous, quoi, tu vois, enfin ce côté-là, quoi, qui est que moi j'apprécie, quoi. Je veux dire, les mecs essaient pas de faire semblant, de faire de l'art, non, les mecs font de l'exploit. Et dans cet exploit, il y a des morceaux de trucs sympatoches, à regarder. Roger Corman, l'exploitation, on n'a jamais vraiment su si c'est exploiter un sujet ou exploiter le spectateur. C'est à mon avis un peu les deux. Mais mais moi j'avoue que j'ai trouvé ça, et j'avoue que malgré sa composition quand même assez étrange, l'acteur principal, là, comment tu dis, Michael Moriarty, que j'ai jamais. Alors son visage me dit quelque chose. J'ai dû le voir ailleurs. Parce que son visage me dit quelque chose. Mais là, il est on fire. Ah non, mais il est on fire, et tu sens que le plaisir que Larry Cohen a à filmer les délires de son acteur, les trucs où il chante faux au piano,
Et là aussi, tu te Il est un demandes. peu méchant, Larry Cohen. Et là, tu te demandes aussi à quel niveau d'auto-parodie ça se place, en fait. Est-ce que l'acteur a complètement conscience de ce qu'il est en train de faire, ou est-ce qu'il est en roue libre, en fait? Et j'avoue que je n'arrive pas trop à déterminer si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais dans les deux cas, effectivement, il y a un numéro d'acteur que moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je dois avouer, dans un film. Un mec qui se donne à fond. Ah ouais, un mec qui surjoue, mais qui surjoue de manière presque, mais justement de manière réjouissante, quoi, en fait, pour le spectateur. Voilà. Et qui va très bien, justement, et qui est mise en valeur par le côté très apathique des autres acteurs, quoi. Et notamment de David Carradine, qui a vraiment l'air d'être à moitié bourré et d'en avoir rien à foutre. Oui, il a pas l'air vraiment présent. Non, il est en train de penser à autre chose. Donc, Épouvante sur New York de Larry Cohen qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray aux éditions Rimini. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la notion plus de grande musique. merde des Extrêmement merdes. importante. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi, ça va être la série documentaire d'Arte DJ Mehdi Made in France, 6 épisodes. De Thibaut de Longeville. 6 épisodes absolument passionnants, émouvants, stimulants. Sur la carrière de ce petit génie de la production, sur ce petit génie et du hip-hop et de la musique électronique. Bref, une série banger, ou plutôt une série headbanger. Merci Thibaut, docteur. Alors moi, ça sera un bouquin que je suis en train de relire, qui est Les Écritures de François Cavana, donc auteur pour lequel j'ai une très grande affection. Et Les Écritures est probablement moi je trouve un de ses meilleurs bouquins, en tout cas un de ses plus drôles en termes d'écriture, alors qu'ils sont tous drôles. Ouais, ils sont tous bien, mais celui-là moi je trouve particulièrement drôle, et je le mettrais au même niveau que le singe de Vincon et Le con se surpasse, sur les lobes de l'humanité, où il y a vraiment une espèce d'humour absurde, et dans Les Écritures, donc une parodie de la Bible, il y a plein de trucs très très drôles, plein de considérations notamment gastronomiques sur les meilleurs moyens de faire plaisir à Dieu en lui faisant de la nourriture, voilà. Mais voilà, ça, je conseille à tout le monde de lire Les Écritures, avec en plus derrière les blagues, à mon avis, un vrai sens de la, comment dire, du décarcassage, en fait, de l'absurdité profonde de la notion même de Dieu. Donc il y a même, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus philosophique que ce qu'il a l'air d'être. Donc voilà, donc c'est très agréable à lire, et je le conseille à tout le monde. Merci docteur. Alors moi, c'est un film que j'ai découvert la semaine dernière, je l'avais étonnamment jamais vu, ça va peut-être vous outrer, vous choquer, même peut-être vous décevoir. C'est Point Limite Zéro de Richard Sarafian. C'est nul, nul à chier comme film. C'est hyper bien. Mortel. Méga BO. Putain, mais méga quel BO. kiff, quoi. Ah la vache. Ça s'enfile tout seul, c'est formidable. C'est absolument prodigieux. C'est quand même pas mal, effectivement. J'avais raison de croire que c'était pas mal. Voilà, on va s'arrêter là. Merci, messieurs. Merci, Margot et Ulysse à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de marionnettes qui se lattent la gueule et de Gros Francis qui sort son film Somme. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut.